nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est vraiment maintenant que tout se joue. Depuis sa naissance, TV Liberté a opté pour un modèle économique vertueux, le don. TV Liberté ne dépend pas des annonceurs, de la publicité, des banques, des partis, des oligarques. TV Liberté peut afficher fièrement son indépendance et son label 100% alternatif. Grâce aux donateurs, TV Liberté s'est développée, s'est professionnalisée, a amplifié son influence et massivement son audience. C'est grâce aux donateurs que nous pourrons donc poursuivre en 2022 ou pas. De votre mobilisation dépend donc clairement l'avenir de votre chaîne. Alors, je vous lance ce dernier appel avec la plus grande force. Donnez pour faire de TV Liberté le fer de lance de vos idées. C'est vraiment maintenant que tout se joue. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme. Le fer de lance de vos idées. Bonjour à tous et content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette année-là avec le plaisir, l'équipe habituelle aujourd'hui, l'équipe efficace, François Bousquet. Bonjour François. Bonjour Patrick. Rédacteur en chef de la revue Éléments et Olivier François, présentateur du Plus d'Éléments. Une émission qui se porte bien. Ça se porte très bien. Ouais, bon, ça se voilà, porte très bien. Parfait. Nous, on va revenir un peu en arrière. On va revenir exactement à l'hiver 91. Et à l'hiver 91, Éléments avait sorti un numéro sur les bourgeois. C'était Figure et Domination. Et ce numéro était un peu le premier numéro d'un livre qui est sorti en 2019. Alors qui n'est pas quelqu'un de chez nous, c'est François Bégodeau qui avait sorti Histoire de ta bêtise. Et pour commencer, on va effectivement parler de ces bourgeois. Pour commencer, je vais vous lire simplement la 4e de couverture, qui est assez amusante, et tout le livre est dans cet esprit-là. Bégodeau explique « Tu es un bourgeois, mais le propre du bourgeois, c'est de ne jamais se reconnaître comme tel. Petit test. Tu votes toujours au second tour des élections quand l'extrême droite y est qualifiée pour lui faire barrage. Par conséquent, l'abstention te paraît à la fois indigne et incompréhensible. Tu redoutes les populismes dont tu parles le plus souvent au pluriel ? Tu es bien convaincu qu'au fond, les extrêmes se touchent. L'élection de Donald Trump et le Brexit ont inspiré une sainte horreur. Mais depuis lors, tu ne suis que d'assez loin ce qui se passe aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Naturellement, tu dénonces les conflits d'intérêts, mais tu penses qu'en voir partout relève du complotisme. Tu utilises parfois, souvent, dans une même phrase, les mots racisme, nationalisme, xénophobie et repli sur soi. Tu leur préfères définitivement le mot ouverture. Ça, c'est la bonne définition du bourgeois. C'est le bobo que François Bégodeau... Du bourgeois de gauche. Là, le bourgeois de gauche. François, en fait, le bourgeois, c'est le vrai antifa d'aujourd'hui. C'est lui qui interdit aux fascistes de passer et de gagner une élection. Oui, c'est de droite et de gauche. Le texte de Bégodeau est superbe. Hein. C'est un adversaire idéologique, Bégodeau, de fait. Hein, il le sait, mais c'est un adversaire qui débat avec nous. Donc, faut lui rendre grâce. Hein. Le bouquin est une démolition, une des démolitions les plus brillantes, à la fois littérairement et sociologiquement, de cette bourgeoisie bohème, de cette bourgeoisie progressiste, à hype, qui voyage, qui a des tablettes digitales. Hein. Et oui, de fait, à la fin, on finit toujours par voter par Macron. Le problème de la bourgeoisie, il le dit, Bégodeau, c'est qu'elle est partout et nulle part. Hein. Elle est partout parce qu'elle a triomphé, elle est nulle part parce que personne ne s'en revendique. Hein. Si vous prenez un bourgeois des beaux quartiers, il ne va pas se définir comme un bourgeois des beaux quartiers. Ça existe encore, hein, puisque le couple... facilement pour un bourgeois. Le bourgeois de droite, oui. Non, on ne se définit pas en termes de bourgeois, on se définit comme un CSP+, comme un cadre, comme un banquier, comme un habitant de Auteuil, Neuilly-Passy, comme disaient les inconnus, mais bourgeois non, alors qu'en face, hein,
d'usage pour un ouvrier, mais il en reste de moins en moins, pour se définir comme le populo, comme les prolos. Donc le prolo assume le prolétariat, la bourgeoisie n'assume pas la bourgeoisie, mais elle a triomphé de partout, et elle a triomphé depuis très longtemps. Alors le bourgeois a le mauvais rôle, hein, et on le voit dans le bouquin de Bégodeau, le bourgeois a le mauvais rôle dans la généalogie que fait Alain de Benoît, dans le numéro que vous évoquiez, c'est une généalogie de la bourgeoisie au long cours, sur 8 à 9 siècles, hein, somptueux, quoi. Simplement, le pauvre bourgeois, je veux dire, Molière l'a démoli. Molière, c'est le bourgeois gentilhomme, c'est Monsieur Jourdain, le bourgeois. Monsieur trouve que Monsieur Jourdain, aujourd'hui, vote Macron ou Anne Hidalgo. Donc c'est beaucoup moins glorieux, il va encore moins s'assumer en tant que... Donc moi, j'en viens presque à le plaindre, ce bourgeois. Parce qu'il va être croqué de Molière à Monsieur Prudhomme, de Molière à Flaubert. Il a été démoli par toute la littérature. Mais ça, là, il ne faut pas être injuste non plus avec lui. C'est qu'il n'y a pas de littérature moderne sans bourgeoisie. C'est qu'avant la bourgeoisie, il y avait l'aristocratie. Le genre littéraire de l'aristocratie, c'est la poésie. Et la poésie épique, la poésie homérique. Le roman, bon, nous sommes des amoureux, Olivier, vous, Patrick, moi, nous sommes amoureux du roman. Le roman, c'est le genre bourgeois par excellence. Donc moi, c'est le deuxième point que je voudrais quand même aborder, qui n'est pas abordé par Bégodeau ni par Alain de Benoît, c'est que ce sont les bourgeois qui critiquent les bourgeois. Qu'est-ce qui nous distingue, nous, de la bourgeoisie ? Ne sommes-nous pas des bourgeois ? Moi, je suis dans la France périphérique, je suis perçu comme un bourgeois. Ma femme va chercher notre fille à l'école en vélo. C'est une bobo. Pourtant, elle vote Marine Le Pen. Je veux dire, mais elle est perçue comme une bobo dans le village. Donc, on est toujours le bourgeois de quelqu'un. C'était la remarque que je voulais faire, parce que j'en viens à les plaindre. Moi, vous vous rendez compte, Joseph Prudhomme, c'est le théâtre de Feydeau. Est-ce que qui veut ressembler au théâtre de Feydeau ? Pauvre bourgeois, cocu, empoté, malheureux, qui voudrait jouer au... C'est bourgeois gentilhomme, Monsieur Jourdain. Il voudrait être un prince, il veut être un grand du monde. Non, mon pauvre garçon, tu pèses 120 kilos, t'es un patapouf, et t'es un peu débile, et ta femme te trompe. Moi, j'aimerais introduire une chose, c'est qu'il faut distinguer aussi entre... Renaud Camus, d'ailleurs, le fait très bien, entre le bourgeois et le petit bourgeois. Le bourgeois au XIXe siècle, surtout celui qui avait encore une forme de jalousie envers l'aristocratie, il devait en ajouter même, de bonne manière, sur la culture. J'ai un exemple en tête, le merveilleux Daniel Halévy, bourgeois, il n'a jamais travaillé de sa vie. Et c'est pour ça que ça lui a permis de travailler énormément pour nous donner des grands livres, des grandes biographies de Nietzsche, de Péguy, des réflexions sur l'accélération de l'histoire, des travaux sur Proudhon, magnifiques, etc. Le grand Halévy. Et la famille Halévy, Olivier. Et la famille Halévy, évidemment. Mais ça, voilà, il y a eu des dynasties bourgeoises pour citer l'autre. Le roman, je voudrais parler 2 secondes du roman. Oui, c'est le bourgeois parce que c'est la prose. Mais le roman, au XIXe siècle, c'est aussi... C'est l'individu, c'est la prose du monde. Ouais. C'est de la prose, le roman. Oui, mais c'est aussi la prose du monde. Il y a 2 sens. Et en même temps, c'est dans le roman que s'élabore la critique la plus virulente, voire Balzac, voire Flaubert, du bourgeois. Ouais. J'aimerais aussi intégrer autre chose. Il faudrait prendre aussi le bourgeois comme une catégorie spirituelle. Ils viennent de rééditer récemment aux éditions, je crois, des Sirtes, de l'esprit bourgeois de Nicolas Berdyaev, qui est un auteur que j'affectionne, auteur russe, penseur russe, et qui distingue le bourgeois comme une classe sociale et aussi comme une catégorie spirituelle, une mentalité qu'on peut au fond rapprocher du règne de la quantité, de la mentalité du calcul, où on amasse, etc., où il n'y a plus de transcendance, où tout est prose justement, tout est profané. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Et aujourd'hui, c'est le petit bourgeois qui a gagné parce qu'il a gardé le pire de ce qu'il y avait dans le bourgeois, c'est-à-dire il profane, il n'a plus de transcendance, et en même temps, il n'a même plus gardé ce qui se substituait pour lui à la transcendance, c'est-à-dire la culture et la transmission. Aujourd'hui, c'est le petit bourgeois. Je voudrais dire simplement, rebondir sur Olivier, et je parlerai aussi volontiers de Renaud Camus sur la dictature de la petite bourgeoisie, en levant le malentendu, mais ce sera après, sur cette notion de petit bourgeois. Il faut lire l'Élément. On le trouve sur le site d'Élément. Il faut lire le papier d'Alain de Benoît sur la généalogie de la bourgeoisie. Et il montre comment cette bourgeoisie naît. Elle naît au XIIe, XIIIe siècle. Et elle naît simultanément en Flandre, en Angleterre, en France, en Italie, l'Italie du Nord. Avec toute l'influence protestante qui a été très importante. Mais elle est postérieure. Oui. Parce qu'en fait, le bourgeois naît avec l'État moderne. C'est ce que développe Alain de Benoît. Contre la féodalité, contre l'aristocratie, donc contre la mentalité féodale, noble et aristocrate. C'est cette vision-là qui est attaquée, guerrière en l'occurrence. L'ordre sacrificiel qui va être sacrifié. Donc au XIIe, XIIIe siècle, avec la fortune qui se crée dans les villes, les bourgeoisies se constituent en tant que société libre. Les bourgeois créent les communes des villes. Et ils s'allient par-dessus la noblesse, par-dessus la féodalité, à l'État naissant. En France, c'est les Capétiens, mais c'est les grandes villes italiennes, c'est les grandes villes hanséatiques,
baltique, etc., ou flamande. Hein. Et au long cours, et c'est la thèse, parce qu'on est coincé, les Allemands ont fait des travaux fabuleux sur la bourgeoisie, on est coincé entre la thèse, alors elle est connue en fait, de Max Weber, hein, ce que le bourgeois, en réalité, c'est quelqu'un, c'est un petit bourgeois qui accumule, qui épargne, qui capitalise, hein, qui a sa beauté, parce que c'est aussi la bourgeoisie victorienne, aussi la bourgeoisie haussmannienne, qui va reconstruire Paris, c'est pas rien, je veux dire. Hein. Mais lui, la source dans le protestantisme. Hein. Mais Werner Sombart, hein, autre grand Allemand, immense Allemand, beaucoup moins lu. Oui, la Nouvelle Librairie va bientôt rééditer. Nous allons éditer à la Nouvelle Librairie, dans une traduction de Guillaume Travers, et on va sortir un numéro de Nouvelle École, hein, qui est notre revue livre, qui est notre MOOC hein, annuel, hein, consacré à la figure de Sombart. Et Sombart montre très bien que le bourgeois naît en Italie, dit-il, mais en fait, il naît en même temps en Flandre, hein, en même temps dans toute cette dorsale hein, où il y a des grands marchés. De Troyes jusqu'à Milan. Eh bien, la bourgeoisie naît au XIIe, XIIIe siècle sur ce que Olivier a pointé. C'est que tout d'un coup, on commence à avoir un livre de comptes. Hein. Tout d'un coup, on commence à rationaliser. Tout d'un coup, on commence à mettre sur pied des systèmes d'assurance. Hein. Donc, tout d'un coup, en fait, on change d'ordre. On passe d'une vision du monde qui repose sur le sacré, sur Dieu, sur la guerre, hein, sur les grands ordres sacrificiels, hein, sur la qualité. Et tout d'un coup, maintenant, c'est la quantité. Et la bourgeoisie est associée, mais c'est au long cours, c'est un processus de 800 ans, progressivement à nous imposer l'idée que ce qui domine l'être, c'est l'avoir. Hein. Que ce qui domine le monde, c'est pas la spiritualité, ça n'est même pas le politique, c'est l'économie. En fait, l'avènement de l'esprit bourgeois, c'est pour ça que nous sommes tous des bourgeois. Et c'est pour ça que les romanciers font une critique de la bourgeoisie, mais du point de vue de la bourgeoisie. Nous sommes tous des bourgeois au sens que nous sommes dominés par la pensée économique. Hein. La domination par la pensée mathématique, économique, quantitative, l'argent qui est l'équivalent de tout, c'est l'équivalent universel de tout, on peut tout faire. Hein. Sauf vous transformer, vous Patrick, à moins de vous allouer une valeur, ce qu'on ne manquera pas de faire dans 50 ans, quand il y aura des cyborgs, hein, ou quand la Silicon Valley aura triomphé de l'homme antique, de l'homme ancien. Mais tout a une valeur, hein, et cette valeur-là, elle n'est que monétaire. Hein. Donc cet esprit bourgeois aussi, moi tout à l'heure, je les plains, parce que j'aimerais pas être à leur place, et c'est pour ça que Marcel Aimé a fait le confort intellectuel. Hein. C'est que Marcel Aimé, il avait en face de lui Sartre, hein, et les Sartriens qui étaient des bourgeois qui critiquaient la bourgeoisie. Donc il s'est dit non, le bourgeois il a quand même pas que des tares, hein. Il est quand même plutôt conservateur, hein. Il est plutôt avare, hein. Donc ça n'est pas des tares ça socialement. Donc lui il s'est dit je vais le défendre, hein, parce que un des paradoxes des bobos que démolit Bégodeau magnifiquement, c'est que c'est une néo-bourgeoisie qui condamne la paléobourgeoisie des pères. C'est les fils qui rejettent les pères. Hein, et ils n'assument pas la part maudite des pères, parce qu'il y a une part maudite chez les pères. Hein. La part maudite, c'est le conformisme culturel. Hein. Que défend Marcel Aimé de manière paradoxale. Hein. Oui, ils assument les bénéfices, les propriétés, mais plus les devoirs qu'avaient les pères. Les devoirs. Il y avait des devoirs. Bourgeois, parce que le bourgeois, pendant très longtemps, c'était un peu le producteur. C'est lui qui formait. Il est devenu aujourd'hui, il ne reste plus qu'un consommateur très important. Et aujourd'hui, c'est un consommateur qui, avec le réchauffement climatique, veut culpabiliser en fait presque la France périphérique qui a du diesel. C'est un peu devenu ça. Et ce que Bégodeau explique, c'est en fait cette bourgeoisie de gauche qui arrive en 81, qui va prendre le pouvoir et qui va, pendant 20 ans, 30 ans, jouir sans entrave, comme on expliquait à l'époque. Il y avait un bouquin aussi de Régis Debray pour célébrer les 10 ans de 1968, hein, qui est sorti en 1978, qui recoupe un peu le bouquin de Bégodeau. Je ne sais pas, après tu voudrais parler, Olivier? En fait, sur justement cette néo-bourgeoisie, il y a plusieurs livres, en effet. On peut parler aussi des écrits corsaires de Pasolini à certains égards, sur le débat sur l'avortement. On peut penser à Aucun Game, ceux qui sont passés, qui est plus sur les élites, Rotary. Du Mao Rotary. Il y a en effet supplément, je pense, ou simple supplément aux commémorations du 10e anniversaire. Je crois que c'est le titre de Debray. Michéa a fait aussi ce travail de cette néo... C'est tout un travail qui a été fait à gauche. J'ai l'impression, Alain de Benoît disait que les plus féroces à une époque, c'était les non-conformistes dans les années 30, qui étaient contre la bourgeoisie. On se rappelle de l'article de Thierry Monnier. Et depuis, la droite ne critique plus sa bourgeoisie. Ça, souvent, de Benoît le pointe, c'est quand même un de nos problèmes et que nous devons interroger. Cela étant dit, il y a
un frémissement depuis la manif pour tous, en tout cas dans l'univers catholique. Nous avions parlé un mois plus tôt, et c'est notre numéro, notre ouverture d'éléments en ce moment en kiosque, de Boc-Côté. Dans la foulée de la manif pour tous, il y a quand même des intellectuels catholiques qui ont émergé. Mais de fait, et moi de Benoît nous le dit tout le temps, c'est que quand on regarde ces années 30, les auteurs français, c'est sidérant. Alors est-ce que c'est le chant du cygne de la pensée française, mais je veux dire, c'est de Molnier à Emmanuel Berg, mort de la pensée bourgeoise, à Mounier, on n'a pas d'équivalent aujourd'hui. Et eux ont produit une critique de la bourgeoisie non marxiste, et qui était vraiment spiritualiste parfois, personnaliste, oui, exactement. C'est pour ça que je parlais de souvent Berdiev. avec un angle chrétien ou païen, peu importe. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que c'est en Occident que les fils ont remplacé les pères, et 68 a été l'idiot utile du capital, pour sa bascule, passer d'une société de producteurs à une société de consommateurs. Mais quand on regarde la Chine, quand on regarde la Russie, ou la Turquie même, parce qu'il y a une bourgeoisie en Turquie, on se dit, mais c'est la bourgeoisie productiviste, c'est nos pères au 19e siècle. Quand on regarde les Chinois, franchement, le conformisme culturel est vertigineux. L'obéissance politique, vous savez comment les bourgeois se définissaient en France en 1850, c'était le parti de l'ordre, avec un O majuscule. Ça va aboutir à Thiers, pourtant c'est les opposants au Second Empire. Donc l'ordre, cet ordre bourgeois, au sens presque caricatural du terme, productif, patriarcal, se retrouve encore à la périphérie de l'Occident, qui est en train de devenir le centre du monde, en Chine, en Russie. Mais de fait, je te laisse la parole, Olivier, mais de fait, pour nous, vous avez raison, 81, ça a été la bascule. C'est que 1968 a inversé il y a eu un renversement d'épaule. On est passé d'une société de devoir à une société de droit et de désir, et tout d'un coup, la bourgeoisie s'est mise à consommer. Et parce qu'elle consommait, elle avait le sentiment qu'elle n'était plus bourgeoise. Mais si, elle devenait néo-bourgeoise. Ça, c'est très amusant, parce que c'était noté aussi par un Georges Valois, dès le début, dès 1910, ami de Sorel à l'époque, il fréquentait, et par Sorel d'ailleurs, au fond, il voyait le passage d'une bourgeoisie productive, qui, selon eux, avait toute sa place dans la communauté nationale. Il fallait évidemment qu'elle soit dominée, soit par l'État, soit par les coordinations ouvrières, etc. Il fallait qu'elle reste à sa place, parce qu'elle devait être la domestique de la cité. La bourgeoisie devait servir la cité par son effort productif, par ses qualités de direction, par exemple d'une entreprise, etc. Et il voit tout d'un coup, dès 1910, que la bourgeoisie commence à devenir spéculatrice. Donc elle ne sert plus la cité, qu'elle a fait sécession, qu'il y a une révolte des élites. D'ailleurs, il n'emploie pas ce terme-là, mais Valois, comme Sorel, parle justement de cette révolte de la bourgeoisie qui veut s'émanciper de la cité. Pour être apatride, pour être déraciné, pour être... Je fais de la promo là, pour la nouvelle librairie. La nouvelle librairie s'est installée sur le siège de la Nouvelle Librairie Nationale, l'Action Française, qui est dirigée par Valois. Et un des cofondateurs de la librairie, Guillaume Travers, qui est dommage qu'il ne soit pas là, parce que c'est lui, la Révolution nationale, où justement Valois, qui a un texte plus tardif, préconise cette alliance entre des producteurs, en tout cas une bourgeoisie industrielle et industrieuse, et un peuple qui profiterait des bénéfices de cette conquête industrielle. Je reviens un tout petit peu en arrière, parce que j'avais rencontré dans une autre vie le couple Pinson-Charlot, qui sont des communistes, deux sociologues, mais qui sont néanmoins assez amusants. J'avais fait un entretien avec eux. Pour spécialistes des ultra-riches. Des ultra-riches, mais caricaturaux. Pour eux, ils sont des spécialistes des ultra-riches, donc bourgeois, qui votent François Fillon à Auteuil, Neuilly, Passy. Ouais. Et j'avais fait un entretien avec eux pour Le Choc du Mois, qui était une revue quand même, qui était très à droite, et ça les avait pas dérangés. Et j'avais fait un entretien avec Monique Pinson-Charlot à l'époque où elle sortait les Gotha, les rentiers du Gotha, ou je sais plus trop quoi, non, les Gotha du ghetto, ou le ghetto du Gotha, quoi. Ghetto du Gotha. Simplement, c'est pour faire une anecdote, pour dire que cette bourgeoisie-là existe encore. Ça m'embête de l'accabler, parce que la terre entière lui tombait dessus. Donc, c'est celle qui vote François Fillon. Donc, et rappelez-vous comment François Fillon s'est empressé au soir du premier tour. Il n'a pas attendu 20h02 minutes. À 20h01, il ne faut pas voter pour Marine, il faut voter Macron. Donc on retombe sur Bégodeau. Moi j'avais un papier, j'en dis du mal, mais ça me condamnera encore un peu plus auprès d'eux. Mais j'avais une tribune à l'époque dans l'entre-deux-tours au Figaro Vox, que m'avait commandé Eugénie Bastier. C'était au 19e siècle en fait, c'était il y a très longtemps. Autre femme du 19e siècle. Il y a très longtemps, pardon.
Et moi, à ma tribune, où je soulevais un certain nombre de réserves sur les choix de campagne de François Fillon, qui étaient des choix bourgeois, libéraux, qui ne s'adressaient absolument pas à la France périphérique, à ce qu'allait devenir les Gilets jaunes. Et moi, ma tribune, elle est restée 3 semaines en attente, parce qu'il y avait la présidentielle, et c'était la mobilisation générale au Figaro pour appeler à voter François Fillon. Donc là, on est vraiment au cœur de la bourgeoisie. À un moment donné, je me condamne auprès du Vox. Leurs intérêts, c'est là qu'on voit à un moment donné, l'intérêt de classe commande tout. Ça, c'est l'actionnaire, ça redescend, c'est le ruissellement à sa façon. Et là, en rang d'oignon, la bourgeoisie appelle à voter pour ses propres intérêts. Et alors là, qu'on ne me dise pas que ça n'existe pas. Ouais. Moi, j'ai vu ça en direct, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ce putain de papier ? Ils en veulent pas ? Non, c'est que l'agenda n'était pas bon. Et c'est peut-être ce que Macron a réussi, parce que il a pris la bourgeoisie de gauche et de droite. Exact. C'est tout son génie à Macron. Il a siphonné les deux bourgeoisies. Et c'est ce que dit de Benoît et Michéa, c'est que par-dessus les siècles, la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite a refusionné à travers la figure de Macron. C'est-à-dire que il essaye même de séduire la bourgeoisie de la droite maintenant, Macron. En faisant des petits clins d'œil, Philippe de Villiers, on va voir Ménard, on fait ci, on fait ça. C'est-à-dire que Macron veut tout siphonner. Il aura du mal. Il aura du mal, évidemment. Mais de fait, il l'a fait, vous êtes très juste, il ne pensait pas du tout. Quand Jérôme Sainte-Marie définit la constitution de 2 blocs en France, et le mot s'est imposé du reste, et il s'est imposé dans le Figaro Vox, qui plus est, où il était chroniqueur. Entre le bloc élitaire et le bloc populaire, le bloc populaire est en cours de formation et peut-être qu'il est condamné à être en formation permanente, parce qu'il a une inaptitude structurelle à se créer une élite. Moi, je ne vois pas le peuple faire émerger de lui-même une élite, ça n'est pas possible. En tout cas, historiquement, ça ne s'est jamais vu. Mais en face, il y a un bloc dit Jérôme Sainte-Marie élitaire, et il le prouve. Statistiques à l'appui, revenus à l'appui, choix sociologiques et culturels à l'appui. Et ce choix élitaire, de fait, quand Macron dit qu'il est et de droite et de gauche, Marine, en 2017, disait qu'elle était ni droite ni gauche. Lui, disait qu'il était et de droite et de gauche. C'était le fameux « en même temps », mais également sur le champ politique. C'est une réalité. C'est qu'en lui, vous avez raison, en lui, c'est produit la réunion de 2 bourgeoisies qu'on a opposées, c'est ce que dit Michéa, sur des bases philosophiquement fausses, parce qu'on retombe sur le cœur nucléaire de la pensée individualiste, et qui est centrale, je l'ai dit tout à l'heure, dans un des jalons constitutifs de la pensée bourgeoise, c'est l'idée que l'individu est plus important que le corps social. Ça va mettre 8 siècles à se mettre en place. Ça va mettre beaucoup de temps, parce que ça prend à rebours toute la manière dont les sociétés se sont constituées depuis la nuit des temps, en tant que communauté, en tant que corps collectif. L'individu a fusionné. Macron est symptomatique de comment pourrait-on le qualifier. Moi, j'aime bien recourir à cette expression d'extrême Occident. Peut-être que il y a un extrême bourgeois, un surbourgeois, qui par-delà le paléo et le néo-bourgeois, peut-être y a-t-il un surbourgeois. Cela étant dit, d'ailleurs, c'est des bourgeoisies qui maintenant se ressemblent de plus en plus, y compris physiquement et vestimentairement. Il se trouve que récemment, je suis tombé complètement par hasard dans un café où il y avait une réunion des jeunes LR, des jeunes UEP qui recevaient Rachida Dati. J'étais absolument effrayé. Je ne fréquente pas des lieux, j'étais à un café près de Montparnasse et je rentre par hasard et je tombe sur cette réunion. Donc je ne vais pas aux réunions de LR et j'étais effrayé de voir des physiques qu'on ne voyait pas avant dans les réunions de droite, c'est-à-dire très peu de jeunes gens en tweed traditionnels, quelques chevelus bizarres, des gens un peu androgynes, il faut bien le dire, des gens d'ailleurs aux origines assez indéterminées, on savait est-ce qu'ils sont indiens et hollandais, enfin c'était très étrange. Et donc comme s'il y avait une sorte de fusion avec des types humains qu'avant on ne rencontrait qu'au MJS. Au moment des jeunesses socialistes. Ce que vous dites est vérifiable. Vous sortez dans les grands lycées bourgeois du 16e, etc. Vous avez des jeunes à capuche. Maintenant, ils s'habillent exactement. Et c'est là que peut-être ma dernière question. C'est cette bourgeoisie qui a toujours accepté, en fait, de voter pour ses intérêts. Le jour où l'islam arrivera à être plus important que ce qu'il est déjà, est-ce que cette bourgeoisie, on va tomber sur un scénario à la Houellebecq si on l'accepte, si l'islam accepte, et on s'aperçoit que le Qatar est pas loin de ressembler à Disneyland et à Las Vegas,
cette bourgeoisie pourrait accepter tout à fait de vivre dans un pays avec d'autres règles à partir du moment où leurs intérêts sont toujours préservés? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Ça me fait penser la phrase, mais vous savez à quel point j'adore cet auteur, Mike Davis, hein, le stade Dubaï du capitalisme. Et c'est peut-être le stade Dubaï du capitalisme, peut-être notre avenir. Moi, je pense à Houellebecq. Il se trouve qu'à Éléments, je représente une ligne très marginale, très marginale, hein, qui est anti-Houellebecq et de manière virulente pour ce qui me concerne. Mais oui, le fantasme des personnages de Houellebecq, donc on peut penser, en tout cas des narrateurs de Houellebecq, hein, c'est la soumission. C'est la soumission au plus fort. Moi, je suis convaincu, de toute façon, le Balkan nous le montre. C'est même pas je suis convaincu, l'histoire des Balkans nous le montre, hein. L'histoire Bohnsiak nous le montre, hein. Qui se sont convertis? Quels sont les convertis? Il y avait deux convertis. Les forcés, qui fourniront les janissaires, c'est quoi? C'est que les Turcs prélevaient 5 à 10%, c'est l'impôt du sang, 5 à 10% des enfants, et ils les acculturaient complètement, et ils en faisaient leurs soldats. Donc ils les prélevaient chez les curés, chez les popes, hein, et chez les grandes familles serbes qui ne se sont jamais convertis. Qui se sont convertis en Bosnie? Il y a des bourgeois, c'est les grands bourgeois. Les bourgeois qui voulaient plus payer l'impôt et qui voulaient pour des raisons fiscales en général. Hein. Le seul moment, on peut dire, où ça a un peu vacillé, c'est le moment des Gilets jaunes. Il y a eu une panique chez le bourgeois. Luc Ferry voulait quand même qu'on tire à balles réelles sur les Gilets jaunes. Il faut retenir ce qu'a dit cette crapule de Luc Ferry. On retrouve l'état d'esprit du parti de l'ordre, du parti de l'ordre, de la commune, la répression contre la commune. C'est attesté, moi je pensais que c'était une fake news, mais c'est attesté que Castaner avait fait en sorte qu'il y ait à l'intérieur un endroit où un hélicoptère pouvait se poser. C'est véridique, hein. Et Macron et Brigitte Macron et Emmanuel Macron, en tout cas les 2 ou 3 premiers samedis, avaient demandé à ce qu'ils puissent être exfiltrés très très vite. Et on a tous en tête cette scène phénoménale. Moi je suis convaincu que Macron se réveille la nuit en sueur à 2h du mat, quand il y a des gilets jaunes qui le poursuivent, hein, au Puy-en-Velay. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand les gilets jaunes avaient pris d'assaut à la préfecture, hein, et tout d'un coup ils le poursuivent dans la ville. Hein. Je suis convaincu que Macron la nuit se réveille en disant ils vont. C'est sa nuit de Varenne. Hein. Et cette merveilleuse tentative de lynchage, il faut bien le dire, mais il y en a des sympathiques du président de Air France, qui avait été poursuivi par des syndicalistes. On lui avait arraché sa chemise, c'était extraordinaire. Et très heureux d'ailleurs. Voilà, on va terminer là-dessus. Je vais terminer juste avec un petit extrait aussi du petit... Vous avez vu comme on est ouvert d'esprit avec ce livre de Bégodeau. Il est bon. C'est cet extrait parce qu'en fait, il leur parle. Hein, c'est le tu. Il parle directement à ces bourgeois. Il leur dit: tu es pour l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, pour le mariage gay, pour le mouvement MeToo, pour l'extension de la PMA. Tu es aussi peu raciste, misogyne et homophobe qu'un être humain peut l'être. Combattre n'est pas ton style. Parfois, tu t'amuses à parodier la rhétorique militante, mais ces combats-ci, tu les mènes avec zèle. Sur Facebook, tu postes des vidéos de Cato jetant l'anathème sur les salopes qui avortent, ou de Kadyrov niant l'homosexualité existe en Tchétchénie. Tu as sorti une formule uppercut le retweet d'une banderole dégueulasse de Civitas ou d'un dessin de Taubira en singe. Tu es outré, tu es confirmé. Voilà, c'était le bourgeois de gauche et... autrement, vous pouvez retrouver ce numéro qui vous fera tout l'historique. Et il date de 91, mais il est toujours d'actualité. Bonjour chez vous.